Se poser une question dans le club, mais qu'arrive-t-il à Donald Trump? Pourquoi un tel acharnement soudain sur Volodymyr Zelensky? En 2 jours, le président américain ne pouvait pas faire pire. Il a accusé son homologue d'être un comique raté, un voleur, un dictateur même. Écoutez. J'adore l'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail épouvantable. Son pays est brisé et des millions de personnes sont mortes inutilement. Mais pensez-y, un comédien au succès modeste, le président Zelensky a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour se lancer dans une guerre qui fondamentalement ne pouvait pas être gagnée. Il refuse d'organiser des élections, il est lent. Et les vrais sondages ukrainiens, je veux dire, comment pouvez-vous être élevé quand chaque ville est démolie? C'est difficile. Que la seule chose pour laquelle il était vraiment bon, c'était de jouer Joe Biden comme un violon. Il les a joués comme un violon. C'est une expression que nous utilisons pour dire qu'il est plutôt facile. Plutôt facile. Un dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite. Il ne lui restera plus de pays. Il faut faire vite. Voilà, ne manquait plus que Volodymyr Zelensky soit un assassin. Eh bien, Elon Musk, aujourd'hui, reprend le relais du président américain. Il a fait toute une salve de tweets, vous le savez, il en est coutumier, Elon Musk. Et donc, il accuse aussi Volodymyr Zelensky d'avoir tué un journaliste américain. Ça s'appelle un tir groupé, Magali, sur Volodymyr Zelensky d'un coup. Que se passe-t-il? De quoi parle-t-il déjà? Alors, il parle d'un blogueur, en fait, de nationalité américaine et chilienne, qui, en effet, est mort en Ukraine il y a 1 an maintenant. Les relais pro-russes américains ont très souvent parlé de cet homme qui s'appelle Gonzalo Lira. Le père de ce blogueur avait été notamment interviewé par Tucker Carlson aux États-Unis et avait dit à quel point, en effet, son fils était l'objet d'un procès politique. Alors Elon Musk reprend, c'est pas la première fois, cette idée-là. Alors ce Gonzalo Lira, en fait, il avait été mis en prison en Ukraine parce que il avait critiqué Zelensky, mais surtout il avait repris finalement à son compte toutes les thèses de la Russie, parlant d'une opération spéciale, dénonçant l'absence de toute manière de toute résistance ukrainienne. Ce sont des propos qui tombaient sous le coup de la loi. Les fake news. Et donc, il avait été mis en prison, libéré sous résidence surveillée. Puis, il avait tenté de partir du pays et donc rattrapé. Il avait été remis en prison. Et là, il informe sa famille, c'est comme ça que l'histoire monte, qu'il est atteint d'une pneumonie, qu'il est donc en prison, qu'il a subi une intervention, manifestement, c'est ce qu'il dit. Et puis, il meurt, donc c'était il y a pile 1 an, en janvier dernier. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune cause officielle qui a été officialisée. Et depuis, il y a un certain mystère autour de sa disparition. C'est pour ça que, comme à chaque fois avec Elon Musk, en fait, il part d'un fait qui n'est pas véritablement vérifié, qu'on ne connaît pas exactement tous les ressorts de cette histoire, et il en tire immédiatement la conclusion que Zelensky lui-même est un assassin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, au-delà du cas de ce blogueur qui est donc décédé d'une pneumonie en prison dans des circonstances qui ne sont pas encore complètement claires, mais de voir à quel point, en effet, Donald Trump, en quelques jours, a complètement viré de discours. Maintenant, c'est Zelensky, le dictateur, et Elon Musk, qui est son bras droit sur X, suivi par 200 millions d'abonnés, embraye, et maintenant le traite même d'assassin. C'est dire si vraiment il y a une offensive de cette administration Trump contre le pouvoir ukrainien. Alors, avec cette offensive, il y en a un qui est peut-être pas très à l'aise en ce moment même. Regardez les dernières images qui viennent de nous parvenir. On est à Kiev. Volodymyr Zelensky est avec cet homme Keith Kellogg, l'émissaire américain pour l'Ukraine. Donc, il y a une petite tape sur le dos. Là, on le voit. Les 2 hommes discutent. On aimerait être une petite souris. Est-ce que Keith Kellogg a dû justifier les propos du président américain? Est-ce qu'il lui a dit face à face, il va falloir partir? Est-ce que Volodymyr Zelensky a essayé de plaider sa cause? Ça, je ne sais pas si on arrive à voir à travers ce langage corporel, s'il y a des choses qui peuvent être trahies ou pas. C'est vrai que quand même, après en effet, toutes ces déclarations contre Zelensky, mettant en cause sa légitimité même, Keith Kellogg a fort à faire pour essayer. Alors peut-être, est-ce qu'il est en train de rassurer Zelensky ou est-ce qu'il lui remet
comme il y a une semaine, un document... Moi, je serais plutôt sur cette position-là. Un contrat, comme l'a fait le secrétaire au Trésor, en disant, bon, mais maintenant, en fait, vous allez dédommager les Américains de tous les investissements qui ont été faits dans cette guerre en Ukraine. Ce document que n'a pas signé Zelensky, et qui peut-être est à l'origine aussi de ce tonnerre de critiques du côté de Trump. On a basculé dans l'outrance complète. Donc l'outrance complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une guerre psychologique. Il s'agit de faire craquer Zelensky. Donc craquer Zelensky pour faciliter une sortie rapide de ce conflit. C'est plus facile de le faire craquer lui que de le faire craquer Poutine? Bien sûr. Ouais. C'est combien de divisions? Ouais. Toujours le même principe. On s'attaque à lui. Et là, son émissaire, il n'est pas là pour le rassurer. Il est là pour dire plus plaisamment exactement les conditions, pour lui donner les conditions. Donc après, Zelensky, est-ce qu'il va tenir? Zelensky est insolide aussi, hein, ça ne va pas être si simple que ça. Hein. Il n'a plus grand-chose à perdre, si j'ose dire. Donc, et depuis 3 ans, il se bat, donc ça ne va pas être si simple que ça. Mais grosso modo, il faut user Zelensky pour qu'il craque. Et est-ce que ça va marcher? J'y crois pas trop. Je crois que Zelensky est quand même à montrer des capacités de caractère qui sont qu'il ne cédera pas facilement, si jamais il était amené à céder, ce qui n'est pas évident. Mais par contre, oui, Kellogg, il n'est pas là pour adoucir le discours. Il est là pour se comporter correctement, mais il n'est pas là pour lui dire, vous savez, mon président est un peu dans les gamelles. Non, ça, il ne faut pas y compter. Ouais, et est-ce qu'il lui présente à son tour un contrat, notamment donc sur les terres rares? Vous en avez parlé. Il y a eu un premier Américain va être venu donc à Kiev pour proposer ça à Volodymyr Zelensky. Bon, ça ne s'est pas passé comme Donald Trump l'aurait voulu. Écoutez. Scott Bessent s'est ensuite rendu sur place et a été traité de manière plutôt grossière, parce qu'ils lui ont essentiellement dit non. Et Zelensky dormait et n'était pas disponible pour le rencontrer. Il a voyagé de nombreuses heures en train, ce qui est un voyage dangereux. On parle ici du secrétaire au Trésor. Il s'est rendu sur place pour faire signer un document, et une fois sur place, il est revenu bredouille. Ils n'ont pas voulu signer le document. Voilà ce qu'affirme Donald Trump. Notre émissaire a été très mal reçu. Il arrive quand Volodymyr Zelensky, il était en train de dormir. Bon, là aussi, est-ce qu'on peut croire le président américain ou pas? En tous les cas, la version que l'on peut lire, notamment dans le Washington Post, c'est que le secrétaire au Trésor est arrivé, n'a laissé que quelques minutes à Zelensky pour lire le fameux document qui réclamait, on rappelle, les termes du deal façon Donald Trump, c'est-à-dire 500 milliards de dollars de dédommagement pour l'aide versée avec des droits exclusifs et à perpétuité sur toutes les ressources en minerais, en terre rare. Les termes, c'était plus du racket qu'un véritable deal proposé. Tout ça a été manifestement très rapide et Zelensky a refusé de signer et on voit la colère dans laquelle ça met. Alors justement, est-ce que c'est ça qui a déclenché la colère? Justine Jankowski, vous êtes notre correspondante en Ukraine. Est-ce que vous avez plus d'informations? Pourquoi Donald Trump est sorti de ses gonds? Bien malin, celui qui pourra dire ce qui a précisément déclenché l'ire du président américain à l'encontre de Volodymyr Zelensky. Certains estiment ici qu'il s'agit d'une stratégie pour faire plier l'Ukraine, pour l'obliger à déposer les armes aux conditions exclusives de la Russie. Ce que l'on sait, c'est que le reproche principal de Donald Trump à l'Ukraine, c'est d'être un gouffre financier. Quand il dit les Américains ont dépensé 350 milliards de dollars en soutien militaire et financier, c'est bien sûr exagéré, c'est en réalité plus de 2 fois moins, mais c'est une manière pour Donald Trump de dire à cause de vous, à cause de votre guerre, les contribuables américains payent trop cher. C'était d'ailleurs l'un de ses arguments de campagne. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'ici, personne ou presque ne le soutient. Bien sûr, les élus démocrates condamnent ces propos, mais même les élus du parti républicain, ce parti, le parti de Reagan, historiquement fiers de tenir tête à la Russie, ils sont soit silencieux pour les plus timides ou craintifs. Il y a aussi des élus républicains qui prennent la défense de Volodymyr Zelensky, le parti républicain qui est aujourd'hui devant 2 chemins, soit assumer ses convictions historiques, soit rester loyal à leur président. Merci beaucoup Justine. À Washington, bien évidemment, je ne me suis pas entendue prononcer l'Ukraine. Notre correspondante à Washington avec Alexandra Poupon. Est-ce que vous voyez ça aussi, ce changement de ton de Donald Trump? C'est peut-être parce qu'il avait
dans l'idée d'avoir les terres rares qu'il voulait. Et puis Volodymyr Zelensky s'est pas laissé faire, quoi. Oui, c'est ça, ce sont les méthodes de Trump pour mettre une pression maximale sur Zelensky afin qu'il accepte en fait ce plan de prédation économique que propose Trump à Zelensky pour obtenir un cessez-le-feu, puis plus tard, pourquoi pas, un accord de paix. Mais ce qui interroge véritablement aujourd'hui est la petite musique qui monte quand même en Europe quand on regarde ce changement verbal de Trump depuis son investiture il y a à peu près un mois. Si on peut légitimement se demander si Donald Trump n'est pas sous influence du Kremlin. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs méthodes pour mettre la pression sur Zelensky. Il n'est aucunement obligé de reprendre mot à mot ou mot pour mot la propagande russe, la propagande du Kremlin. Et il y avait un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques mois en France. Notre homme à Washington, de Régis Janté. Et là-dedans, on comprend les liens financiers, économiques qui lient Trump véritablement à la Russie. Et en Europe se pose véritablement cette question aujourd'hui de savoir si le président américain est sous influence du Kremlin. Parce qu'il se comporte comme un agent du KGB ou un agent du Kremlin. Ça, c'est une question. Enfin, ça revient souvent quand même. Jean-François Boutor sur notre plateau disait la même chose hier. Il y a le Journal du Québec hier qui disait Donald Trump aujourd'hui se comporte comme un agent russe. Est-ce que c'est une musique qui monte en Europe ou pas? À Bruxelles, non, c'est vrai c'est vrai qu'on l'entend, on entend ces remarques, mais enfin. Pour le moment, il n'y a pas de preuve de cela. Enfin, il y a eu une enquête aux États-Unis, l'enquête Mueller, sur justement les influences, les ingérences russes dans l'élection de 2016. Plus, effectivement, c'est étayé que le Kremlin a réussi à nouer des liens privilégiés avec le Parti républicain. Il y a eu pas mal d'influences, notamment. Oui, mais à aucun dans l'enquête du FBI, il n'arrive pas à incriminer directement Trump et le Kremlin. Donc pour le moment, enfin c'est ça qui fait. Enfin il y a eu une enquête et l'enquête n'a pas été concluante dans ce sens-là. Donc rien n'est étayé. On peut en effet relayer ces soupçons-là. En effet, on les entend beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas de preuves étayées. Ouais. Alors, pardon, j'avance parce que Gwendoline de Bono, là, cette fois en Ukraine, voilà, ma langue ne fourche pas. Gwendoline, bon, je sais que vous avez froid, donc vite, on va vers vous à Kiev. Merci d'être avec nous cet après-midi. On a entendu les mots extrêmement forts, très violents de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky, qui le traite notamment de dictateur, qui affirme qu'il est très impopulaire en Ukraine. Est-ce que le président ukrainien a encore la confiance de sa population ? Alors en tout cas, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky aujourd'hui c'est 57%, c'est déjà beaucoup plus haut que le mois dernier, mais surtout s'il devait y avoir un sondage après la charge très violente de Donald Trump à son encontre, eh bien ce serait sans doute encore plus haut. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en qualifiant Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection, eh bien au fond c'est à la souveraineté de l'Ukraine que Donald Trump s'attaque. Il faut comprendre ici qu'une large majorité d'Ukrainiens s'opposent à la tenue d'élections pendant la guerre parce que logistiquement ce serait dangereux, parce qu'on ne sait pas comment faire voter les Ukrainiens qui se trouvent en territoire occupé. Et ça, même les opposants à Volodymyr Zelensky s'accordent sur ce point. Par ailleurs, un scrutin en temps de guerre serait contraire, et ça tout le monde le dit, à la constitution ukrainienne. Et puis, il faut bien comprendre aussi que ce narratif, ce procès en illégitimité que fait Donald Trump à Volodymyr Zelensky, c'est la propagande, c'est le narratif de Vladimir Poutine depuis un certain temps. Et ça, les Ukrainiens en ont bien conscience et ils réalisent, et c'est ça qui est difficile, que l'allié américain est en train de s'aligner sur l'ennemi russe. Et dans ces conditions, ils font bloc autour de leur président. Et pourtant, beaucoup ont des reproches à lui faire, notamment de gouverner en cercle fermé, de mal supporter la critique. Et puis, il y a eu cet épisode d'imposer des sanctions à l'ancien président Petro Poroshenko, qui est aussi principal opposant. Ça a été mal vécu en Ukraine, ça, parce que la société civile, elle est très active ici, elle est très forte. Mais il n'empêche, pour les Ukrainiens, le seul dictateur, c'est Vladimir Poutine. Et si ici, il y a cette impression que Donald Trump veut se débarrasser de Volodymyr Zelensky, pour l'instant, il ne fait que renforcer sa cote de popularité. Merci beaucoup, Gwendoline, avec Thibaut Bruck pour les images. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques... on sait que Petro Poroshenko, l'ancien président, se plaint de son traitement en Ukraine, mais la société l'a fait bloc
Alors, faire bloc, je serais beaucoup plus nuancé que vous quand même. D'abord parce que leur institut de sondage lui donne 57%. C'est moins qu'avant, mais ça reste moins qu'avant. majorité. C'est beaucoup plus que les 4% affichés par Trump. Ouais. Donc peut-être qu'en faisant la somme des deux, en divisant par deux, on aurait quelque chose d'un peu plus exact. Alors attention, 57%, ça a été étayé par d'autres instituts de sondage, dont un sondage américain qui parle de 56% de cote de popularité. Mais dire que faire bloc, je ne crois pas. Vous savez que moi, je regarde quand on fait bloc, c'est si les jeunes bougent ou pas. Or, les jeunes, c'est quand même très important en Ukraine. Et ces jeunes-là, ils ne se sont pas portés massivement pour défendre leur pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait par l'ancienne administration américaine, qui avait quand même dit 27 ans, c'est trop. Alors, ils sont descendus à 25 ans. Et puis, ces derniers mois, disaient non, vous devriez appeler les jeunes à partir de 18 ans. Ça n'a pas été fait. Vous savez, c'est l'ancienne administration américaine, en particulier, mais pas que les militaires, pas que le chef d'état-major, ils étaient assez sévères sur la manière dont ils conduisaient les affaires. Nous avons vu la malheureuse affaire de la brigade Anne de Kiev, qui s'est disloquée en rentrant en Ukraine par la faute des Ukrainiens, par leur mauvais emploi. Donc oui, il n'y a pas de, je pense, on ne peut pas dire que la population ukrainienne fait bloc derrière son président. Il est bien évident quand même qu'à force de se faire insulter de cette façon-là, il y a un certain nombre de gens qui vont dire zut alors, ils insultent aussi l'Ukraine, donc c'est évidemment une très mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire, mais si je veux dire, si les Américains se mettaient à arrêter totalement leur soutien en pièces détachées, en munitions et en matériel, l'armée russe irait un peu plus vite que le pas de fourmi qu'elle esquisse depuis 2 ans. Ouais. Arthur Kenigsberg. Oui, il faut revenir aussi historiquement. Il y a une défiance des opinions publiques dans les pays de l'ancien espace soviétique envers la classe politique. C'est historique. C'est-à-dire que en Ukraine, avant la guerre, il y avait déjà une défiance de la part de la population ukrainienne vis-à-vis de sa classe politique. Corrompue, incompétente, etc. Et là, depuis le début de la guerre, le principal reproche qui est fait à Volodymyr Zelensky, c'est la conduite de la guerre. Mais en fait, il prend les reproches et la mauvaise conduite, parfois, de certaines opérations de la part de l'armée ukrainienne, ont un impact sur sa popularité. Exactement. Mais quand même, ce que laisse entendre Gwendoline de Bono, alors c'est ce qu'on voit commencer à poindre, c'est tout juste. Est-ce qu'il y a une des critiques sur un exercice finalement très solitaire du pouvoir, avec, comme le disait Gwendoline, une façon de très mal gérer quand même les critiques. Et c'est vrai que une certaine fébrilité. Les sanctions qui ont été décidées contre l'ancien président Porochenko et 4 oligarques pour trahison, pour des faits remontant à avant 2022, avant le début de la guerre, ça a quand même fait beaucoup parler au Parlement ukrainien. Il y a même la prix Nobel de la paix ukrainienne de 2022 qui dit la pire chose à faire dans la situation que nous traversons, c'est de déclencher une guerre politique interne. Au même moment, vous savez, Zaloujny, qui était l'ancien chef militaire, évidemment, de Zelensky, qui a été extrêmement, et qui reste extrêmement populaire, qui était là au début de la guerre, qui a été limogé, envoyé ambassadeur à Londres, et qui sort un livre, justement, qui raconte sa guerre, et qui, aujourd'hui, est très populaire. Et quand on fait, manifestement, des sondages d'opinion, plus populaires, éventuellement, qu'un Zelensky. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une certaine fébrilité? Porochenko, lui aussi, l'ancien président, est un rival potentiel. Ce sont des questions qui se posent. Mais il est certain que ces critiques tonitruantes du côté de Zelensky, en fait, suscitent un espèce de réflexe autour d'un président qui est critiqué, parce qu'au-delà du cas de Zelensky, c'est la remise en cause, en effet, de l'Ukraine tout entière. Évidemment, et on a vu ce que ça avait donné au début de la guerre, effectivement.